Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous la rétrospective des messages de 2022. Donc la newsletter, elle a déjà été publiée sur le site Eden à Eden. Si certains d'entre vous l'ont déjà lu, eh ben, c'est bien. C'est un sujet que j'avais commencé à présenter lors de notre rencontre en présentiel fin janvier. Donc pour les membres d'Eden à Eden, je vous prie de m'excuser, mais on va répéter un peu pour que les autres puissent suivre le développement. Donc premièrement, en chaque fin d'année, vous savez qu'on fait une rétrospective. En principe, les médias le font une semaine avant le 31. Hein. Donc on fait une rétrospective, pourquoi ? Pour savoir un peu... pour faire le bilan déjà de l'année, des 12 mois écoulés. Il y a tellement de choses qui se sont passées, des fois c'est pour mettre aussi en lumière des éléments phares de l'année, mais aussi ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc dans le monde séculier, c'est de la situation politique, sociale, économique du monde, aussi environnementale, climatique, mais nous au niveau du mouvement, si nous faisons donc cette rétrospective des 12 derniers mois écoulés, c'est pour voir quoi au juste? Ce qu'on veut voir, nous, premièrement, c'est comment Dieu nous dirige. D'accord? Donc, il nous faut comprendre donc quelles sont les caractéristiques de l'année 2022 pour nous. Il nous faut voir à travers ces messages successifs qu'il nous a donné donc l'œuvre que Dieu fait à travers les messages, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce qu'il nous parle, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de ces messages? Et aussi le lien entre ces messages et l'ALD. Et ce qu'il nous faut retenir, nous. D'accord? Donc, premièrement, quand on fait une rétrospective, donc dans le cadre de notre étude d'aujourd'hui, on va regarder donc les caractéristiques de l'année 2022. On va regarder l'œuvre que Dieu fait à travers ces messages, l'ensemble de ces messages, ok? Et les liens qu'il y a entre ces messages et la prochaine balise, qui est la LD, et ce que il nous faut retenir. Et aussi, si on a le temps, peut-être qu'on va voir aussi, ou on va commencer tout de suite, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année 2022? Donc, on passe à l'autre tableau. Et sur l'autre tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'année 2022, on a eu 10 rencontres internationales. Donc, bien sûr, nous, on ne va pas se focaliser sur ce que les ministères propres, locaux, ils font. Puisque les deux messagers, c'est qui? C'est les dirigeants du message, c'est Tess et Parmender. Donc, c'est eux qui ont le message, qui nous introduisent le message. Ils nous introduisent le message. Et nous, après, en tant que ministères locaux, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ces messages, on les approfondit et on les présente. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les messages que le Seigneur il donne aux deux dirigeants pour que nous, après, on les approfondisse et on puisse les partager tous ensemble le samedi ou lors de nos rencontres. Donc, c'est pour ça qu'on va se focaliser essentiellement sur sur leurs messages. D'accord? Donc, comme je vous disais, en 2022, donc, nous avons eu 10 rencontres internationales du 1er janvier, qui a vraiment commencé le 1er janvier 2022 et qui s'est fini le 31 décembre 2022. Donc, Maurice, je vais te demander de zoomer le tableau, d'accord? Donc, je me recule un peu. Maurice va faire un zoom sur le tableau. Et par rapport à ces 10 rencontres, j'aimerais qu'une ou deux personnes me disent ce qu'elle retient. Ce qu'elle retient ou qu'elle me montre une des caractéristiques de ces messages. Alors, sans perdre trop de temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, en regardant l'ensemble de ces 10 messages, de ces 10 rencontres, souligner les caractéristiques des messages de l'année de 2022? Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite le faire? Une ou deux?
Bon. Ah bon, Maurice? C'est pas bien zoomé. Si ils zooment trop, vous n'aurez pas l'ensemble du tableau, Rosemary. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Sinon, on avance. Moi, je suis Marilyn. Vas-y. Moi, ce qui m'avait, enfin, je pense que ça a été un petit peu sur tout le monde, c'est que quand on a eu la fin de 2021, on attend Pagnol, principalement, et quand l'année commence, peut-être elle ne parle pas du tout de Pagnol, elle nous dirige vers la loi du dimanche, en reprenant 2014. Donc, et donc, sur ta frise là, justement, on voit que, enfin, sur la ligne, pardon, on voit que l'année commence avec la loi du dimanche, et jusqu'à la fin de l'année, et puis on traverse, en fait, on regarde cet événement-là jusqu'au 31 décembre. D'accord, il y a un micro qui est allumé, s'il vous plaît, qui fait un écho. Est-ce que vous pourrez éteindre? Donc, alors, toi, tu montres qu'il y a une dissonance, on va dire ça comme ça. Il y a une dissonance entre la fin de la ligne des prêtres, oui. D'accord, la balise de Pagnum, ok, et on arrive donc au 1er janvier 2022. Donc, on pense que là, c'est les événements en lien avec Pagnum. Oui. Mais là, l'ancienne thèse, elle ne parle pas du tout de Pagnum, mais elle va parler de la LD. D'accord? On retourne en 2014. Et en retournant dans l'histoire de 2014, pourquoi 2014 elle retourne dans cette histoire? C'est quoi comme balise? Et ça représente quoi 2014 en tant que LD? C'est le début, en fin de compte, du développement de la loi du dimanche. Ok? Puisque dans chaque ligne, prêtre, lévite, nétinien, il y a une LD. Et si on regarde, 2014 pour les prêtres, c'est le début de l'histoire de la LD, même si techniquement, on peut le remonter au temps de la fin. Ok? Mais en termes de balise, on sait que c'est 2014, 2019 dans la ligne des prêtres, des lévites, 2021 dans la ligne des nétiniens et LD dans la ligne des 144 000. Merci Marilène. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait donner une caractéristique de l'année? Qu'est-ce qu'il voit dans ce schéma global? Vous êtes timide? Donc, eh ben, on va continuer. Marilène, ce que tu dis, c'est juste par rapport à cette fin d'année. On arrive à la fin de l'année 2021 et la question que tout le monde veut savoir, c'est quoi Pagnum? D'accord? Mais Pagnum, au lieu de rentrer dans l'histoire de Pagnum, Tess, elle va rentrer dans l'histoire de la LD. Le 1er janvier 2022, mais avant cela, elle dit bien lors du séminaire 2021, en mois de novembre, que la balise de Pagnum, c'est le féminisme radical. Donc là, elle nous met directement dans l'histoire de la LD. D'accord? La formalisation du message, elle nous dit que c'est le féminisme radical, Pagnum. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend dans Pagnum? Quand on parle de Pagnum, quelle histoire on veut entendre? Est-ce que c'est l'histoire du féminisme radical qu'on veut entendre? Quelle autre histoire qu'on veut entendre? Il n'y a pas de réponse. Donc, Pagnum, lorsqu'on parle de Pagnum, nous, on veut entendre l'histoire du roi du Sud versus le roi du Nord. Donc là, on est dans l'histoire de Daniel 11, 40 à 45. D'accord? Parce que lorsque on va dans l'histoire de la LD, ce que Marilène vient de nous montrer, c'est qu'en fin de compte, l'histoire de la LD,
c'est une histoire de bataille entre le roi du Sud et le roi du Nord, mais c'est aussi une histoire de féminisme radical. Donc, c'est une histoire qui est sociétale, mais également politique. OK? L'histoire de Panium, roi du Sud, roi du Nord, c'est une histoire qui est sociétale aussi. Et c'est une histoire qui est géopolitique. Donc, en listant, en regardant qu'à ces deux caractéristiques et en les transposant avec la LD, on comprend que notre histoire de LD est vraiment une histoire politique. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? La LD est une histoire politique parce qu'elle a plusieurs caractéristiques et plusieurs sujets qui s'y trouvent. Donc, on a vu qu'il y a déjà deux sujets, l'histoire du roi du Sud et l'histoire du roi du Nord, donc cette lutte. Et nous voyons qu'il y a aussi un autre sujet, l'histoire d'égalité des genres ou du féminisme radical. Ce qui signifie que l'histoire de la LD est vraiment une histoire vaste. Donc, quand l'ancienne thèse, le 1er janvier 2022, elle nous conduit dans l'histoire de Panium, dans l'histoire de la LD, pardon, est-ce qu'elle se trompe? La question est de, nous, on veut savoir Panium, mais elle ne nous parle pas de l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord tout de suite. Elle va nous parler de l'histoire de la LD. Mais elle va nous dire quoi dans cette histoire de la LD? Elle va nous dire que le message de l'égalité des genres, c'est qu'un seul message. Donc, si l'histoire de l'égalité des genres, c'est un seul et même message, ça veut dire que l'histoire de Panium fait partie de l'histoire de la LD et fait partie de ce même message. Est-ce que vous me suivez? On reprend l'histoire de la LD, c'est une histoire vaste et compliquée. Et c'est exactement ce qu'elle nous dit le 1er janvier 2022. Un seul message, l'égalité des genres. Elle n'a pas dit un seul message, Panium. Mais on sait que dans cette bataille du roi du Sud et du roi du Nord, est-ce que l'égalité des genres n'est pas inscrite aussi dans cette histoire? Quand on regarde les infos, qu'est-ce qu'il nous est dit en ce moment par rapport à Vladimir Poutine lorsqu'il avait il avait fait son allocution? Qu'est-ce qu'il comparait? Il comparait deux modes sociétaux. Il comparait le mode russe et le mode occidental. Mais qu'est-ce qu'il prenait comme exemple pour comparer ou pour discriminer ou donner donc un mauvais point à l'Occident? Qu'est-ce qu'il disait? Si vous vous rappelez, il parlait justement donc de l'égalité des genres, de la question du mariage, des valeurs traditionnelles, morales et religieuses. Donc quand l'ancienne thèse, elle nous ramène dès le début de l'année à Panium, roi du Sud, roi du Nord, mais également à le message de l'égalité, c'est un même et seul message. Donc Panium, roi du Sud, roi du Nord, fait partie aussi, a aussi comme thème, non pas que cette guerre d'information, d'accord, non pas que cette guerre froide, mais il y a aussi, ça sous-tend également le thème de l'égalité des genres, puisque c'est deux systèmes sociétaux, deux systèmes qui se confrontent, l'un qui va prôner l'égalité pour tous, et un autre qui va dire non, les valeurs, nous sommes les garants des valeurs morales et traditionnelles et familiales. Et regardez comment l'Occident, il fait. Vous avez vu aussi avec la basketteuse, tout ce qu'il disait sur elle, puisqu'elle c'est une LGBT. Vous voyez, donc,
l'ancienne thèse, dès le 1er janvier, mais ça, il fallait le voir, lorsqu'elle nous conduit dans l'histoire de la LD, sans parler implicitement de Panium, nous sommes dans l'histoire de Panium. Parce que l'histoire de Panium, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une question uniquement de guerre d'information ou de lutte. D'accord? Donc, le premier point que je voulais voir avec vous par rapport aux caractéristiques de l'année 2022. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Durant ce camp meeting, week-end camp meeting, elle nous dit un mot très important. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est le mot compliqué. C'est vrai qu'on savait que le sujet de la loi du dimanche, il était vaste, il est grand, ok. Il y a plusieurs thèmes. Là, on a vu 2 exemples. Mais elle nous le rappelle. Bien qu'auparavant, déjà, quand on était dans la ligne des prêtres, dans cette dispensation de la PAS, elle nous disait que le message, il était simple. Mais quand on arrivait là dans la dispensation de la moisson, elle nous avait déjà dit que le message était compliqué. Donc, si maintenant, à la dispensation de la moisson de la ligne des prêtres, le message était compliqué, est-ce que vous pensez, lorsque l'on va dépasser l'année 2021, le message, il va redevenir simple? Non, le message ne peut pas redevenir simple. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre à ce tableau-là, on va mieux le voir. Nous sommes donc en 2022 et notre prochaine balise, c'est la LD. Donc, si en 2021, le message il est compliqué, cela signifie que plus on va avancer dans le temps, plus les mois vont s'écouler, plus le sujet de la loi du dimanche va être compliqué. Et pourquoi ce sujet de la loi du dimanche, il est compliqué pour nous? Rappelez-vous, la compréhension que nous avions de la loi du dimanche. Est-ce qu'avant, nous regardions à la loi du dimanche comme étant une histoire politique? Non. On s'attendait, on le disait, oui, il y a une loi qui va passer. Déjà, on pensait que c'était sur l'adoration, sabbat versus dimanche. Mais on n'était pas tant porté vers l'organe législatif, bien qu'on disait loi du dimanche. Pour nous, on regardait vraiment à notre sphère adventiste, ok? Mais là, depuis le message du cri de minuit, depuis 2018, qu'est-ce que le Seigneur essaye de faire avec nous? Il est en train de nous dire quoi? Vous pensiez A, au sujet de la LD, mais moi je vous dis que ce n'est pas A, c'est B. D'accord? Vous pensiez A, donc vous pensez A, ça veut dire adoration. Vous pensiez que c'était un sujet législatif, puisque vous l'appelez vous-même loi du dimanche. Mais par contre, vous regardiez qu'en interne. Le Seigneur a voulu donc a voulu détricoter, ou il a voulu enlever, qu'on désapprenne pour réapprendre les bonnes caractéristiques de la loi du dimanche. Donc, il nous a appris que ça ne peut pas être l'adoration, c'est le législatif plus le judiciaire. Donc, si nous disons ça, c'est que c'est du politique, alors il nous faut regarder dans la ligne externe. Et en regardant dans la ligne externe, où est-ce qu'il a fixé nos regards? Il a fixé nos regards sur la politique, sur l'organe politique, et il nous a dit, donc voilà, vous allez donc dans cette histoire-là, vous allez regarder à la droite chrétienne. D'accord? Mais quand on arrive en 2022, donc on va marquer droite chrétienne. On va marquer droite chrétienne. Mais quand on arrive en 2022 avec les vêpres, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas simplement à la droite chrétienne qu'il faut regarder. Il faut regarder donc à toute la droite. D'accord? Parce que la droite chrétienne, c'est peut-être ça de la droite.
On va mettre DC, droite chrétienne. Mais après, il y a tout ça. Il y a toute cette partie-là qu'il nous faut comprendre. Et ça, on ne le comprend pas. Mais comme le message devient de plus en plus compliqué, eh bien Dieu, il met encore des couches, des échelons pour qu'on puisse mieux comprendre cette complexité au sein de la loi du dimanche. Mais toujours avec quel sujet? Avec le sujet du féminisme radical, mais également avec le sujet du roi du Sud et du roi du Nord, parce que c'est des composantes de la loi du dimanche. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que je vais trop vite? Je te suis. Je répète pas. Ok. Donc, début de l'année, il nous faut comprendre de mieux en mieux la prochaine balise, la LD. Ok? 2022. Le message est depuis la dispensation de la moisson sur la ligne des prêtres 2019-2021, nous comprenons que le message devient compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire droite ou gauche. D'accord? C'est ce que ça veut dire, sommairement. On disait la droite. OK? Donc là, je vais le mettre. On disait droite. OK? Non, pas OK. On disait droite, non, mais gauche, oui. Simplement, arrivé entre 2019-2021, on a commencé à dire qu'il nous faut, c'est trop simple, c'est trop simpliste comme raisonnement. En 2022, l'Ancienne Thèse nous dit, attention, la loi du dimanche est une histoire plus compliquée que ce que vous lisez dans l'esprit de prophétie ou dans la Bible, ou ce que vous croyez. Et elle nous dit, attention aussi, vous êtes dans une condition laodicéenne. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le mouvement que tout est OK pour nous. D'accord? On peut être dans le mouvement, on peut assister aux réunions, donner sa dîme, participer aux activités, présenter, mais si notre état d'esprit n'est pas changé, OK? Eh bien, on est comme si on n'est pas là. On est là sans être là. Donc, si on est là sans être là, quand on va arriver à là, on ne sera plus là. C'est ce qu'elle est en train de nous dire sommairement. L'ancien Parmender, lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme d'habitude, c'est le deuxième ange, donc lui, c'est vraiment la méthodologie. Il nous apprend à raisonner, à réfléchir, à être critique vis-à-vis de nous-mêmes et de nos lectures. Durant tout le long de la ligne de réforme, que ce soit la ligne des 144 000 ou des prêtres, mais on le voit vraiment mieux dans la ligne des prêtres, à chaque balise principale, il y a une question qui est soulevée lorsqu'il y a l'introduction d'un nouveau message. Et cette question qui est soulevée, c'est toujours le « comment lis-tu » ? Comment lis-tu ou ainsi dit le Seigneur par rapport à la méthodologie, à l'enseignement en parabole, la lecture dispensationnelle, ok? Et en cette période-là, en 2022, ce qui se passe, nous ne sommes pas encore dans l'histoire de la LD par rapport aux vêpres, droite, gauche, etc. Si, plus ou moins. Nous ne sommes pas encore dans l'histoire, l'ancien Parmender ne va pas vraiment présenter le féminisme radical, mais là, le sujet clivant en ce début d'année 2022, c'est la question du mariage gay. Je pense que vous l'avez tous vécu au sein de votre ministère. Donc lui, il va nous dire, attention, comment tu lis? Il faut que tu opposes ta lecture, en ainsi dit le Seigneur, à l'enseignement en parabole. Tout ce que tu as appris de 89 à 2021, toute l'expérience par laquelle tu es passé, ne l'oublie pas. Et oppose tes biais cognitifs, oppose tout ce que tu as appris, oppose même le texte biblique que tu lis à la méthodologie. Et souvent, lorsqu'on est en début d'année, on ne prend pas conscience des premiers messages ou bien des titres qui sont donnés à ces messages. Mais avec le recul, après, lorsqu'on revient en arrière, on comprend que dès le commencement, Dieu il avait déjà donné toute l'essence du message pour l'année à venir. Donc,
quand le thème de cette présentation, c'est notre sauvegarde et de lire correctement. En début d'année, il parle du mariage gay, mais ce titre, on peut le transposer à la fin d'année, à partir du mois de septembre, lorsqu'il va poser la question de l'absence des Lévites. C'est exactement la même méthodologie qu'il va appliquer. D'accord? On va certainement y revenir. Donc, l'ancienne thèse, dès le départ, elle nous dit, attention, l'ALD, c'est une histoire plus compliquée que vous ne le pensez, et vous êtes dans une condition laodicéenne. Et l'ancien Parmender nous dit, oui, vous êtes dans une condition laodicéenne, vous risquez de chuter, en fin de compte. Donc, il faut être enraciné dans la méthodologie pour pouvoir traverser ces 12 mois qui sont devant nous. D'accord? Ensuite, le séminaire d'après, l'ancienne thèse va parler, elle va faire une comparaison et contraste de tout ce qui est dans la ligne externe par rapport à la ligne interne. Donc, le thème de la loi du dimanche, on est toujours dans le thème de la loi du dimanche, c'est le féminisme radical. Et elle va prendre une situation en externe pour démontrer notre situation en interne. Effectivement, dès que l'ancienne thèse, elle parle, elle ouvre la bouche, c'est pour nous parler du thème de la loi du dimanche qui est le sexisme, puisque c'est un mal profond. Et nous-mêmes, nous le sommes. Soit nous le savons, nous l'acceptons, soit nous leurrons et nous continuons dans nos travers. Mais le fait est, la réalité, c'est que nous le sommes toujours sexistes. On a encore des traces, des poids qu'on tire, des boulets du système patriarcal. Et c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, parce qu'on a ces travers qu'on a pris en raison de la société, l'environnement dans lequel on vit, aussi notre éducation, etc. Donc, nous disons, OK, moi je suis dans le mouvement, j'accepte le message de l'égalité, mais est-ce que tu peux parler d'autre chose? Et elle le compare et contraste avec la politique externe qui disait, les démocrates disaient, c'était eux les défenseurs de l'égalité, de la race, et au sein même du gouvernement de leur parti, on entendait des voix dissonantes aussi qui disaient, mais OK, la race c'est bien, mais c'est pas tout. Et on sait que la race, ça marche avec le sexisme. Et c'est pour ça, dès le départ, elle l'a toujours comparé, le racisme et le sexisme, parce que ça a le même tronc commun. D'accord? Donc nous pouvons être là aussi, dans le mouvement, encore une fois, elle répète en fin de compte et élargit ce qu'elle a dit au 1er janvier pour nous montrer le danger dans lequel nous nous situons. Et le danger, il est réel. D'accord? Le danger, il est réel parce que là, le Seigneur, il va nous faire gravir encore un échelon encore plus difficile. Et c'est avec l'introduction des vêpres. Alors, comment avez-vous vécu ces vêpres? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Un mot ou deux? Comment avez-vous vécu l'introduction des vêpres? En fait, elles étaient très techniques. C'était très technique, pourquoi, d'après toi? Elle parlait des rouages de la politique aux États-Unis, de différents éléments. Oui, donc c'était encore une fois, le Seigneur, merci Vadim, encore une fois le Seigneur il nous conduit dans une histoire politique en lien avec la loi du dimanche. Et pourquoi il fait ça? Parce que rappelez-vous nos biais encore. Durant tout notre parcours adventiste, l'image qu'on avait de la loi du dimanche, elle était fausse. On n'avait pas une image politique de la loi du dimanche. On ne s'occupait pas vraiment de la politique. Et le Seigneur, ce qu'il veut, il veut déconstruire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? En 2018, il nous dit droite versus gauche. OK? Donc le mouvement, vous êtes à droite et il vous faut passer donc à gauche. Avec les vêpres, il est en train de nous dire, non seulement il vous faut passer à gauche, mais attention, la gauche, c'est pas toute la gauche qui est bien. Tout comme la droite, il y a des extrêmes.
nous n'étions pas à l'extrême, on va dire, on était peut-être là, d'accord? Donc, mais dans la gauche aussi, il y a un extrême. On va mettre extrême là, d'accord? On va mettre plus et moins. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? Il nous faut comprendre, puisque on n'étudiait pas la politique, on ne s'y intéressait pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le Seigneur, il doit nous enseigner. Il doit nous enseigner sur la politique. Alors, sur les partis politiques. D'accord? Le parti politique gauche et le parti politique de la droite. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça les vêpres. C'est vraiment de la politique. Il est en train de nous dire, ce n'est pas aussi simple de dire que vous êtes de gauche, ou bien que vous étiez de droite et vous êtes passé à gauche. Il vous faut comprendre exactement dans quelle gauche vous vous situez. Et il vous faut comprendre que cette gauche, même si c'est le symbole qui me représente, qui représente mon gouvernement, mais elle est imparfaite. Donc c'est pour ça, même si je vous ai dit de passer de la droite à la gauche, puisqu'elle est imparfaite, il vous faut, qu'est-ce qu'il nous faut faire quand on lit leurs articles? Il nous faut passer au crible, lire avec attention. Ou bien il nous faut passer au crible les articles. Parce que dans l'article, on ne va pas prendre 100%, on va peut-être prendre 20% ou 80%. Déjà, il nous fait comprendre que ce n'est pas toute la gauche qui est bonne, mais, et en plus, il nous faut comprendre quel parti, qui fait partie de la gauche. Il y a des extrêmes, et pas, d'accord? Et il nous faut aussi disséquer correctement leur article et leur opinion politique. Nous sommes toujours dans le sujet de la loi du dimanche, donc quand on parle de l'égalité des genres. Excuse-moi, Chimène. Oui. Georgette, dans le partage, lecture latérale. Oui, donc ça c'est lecture latérale, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre avec la gauche en plus? Non seulement il nous faut comprendre comment est constitué ce parti politique, donc c'est de la politique étrangère qu'on fait, puisque nous sommes des Français, et on va dans la politique étrangère, donc dans la politique américaine qu'on ne connaît pas forcément, hormis les trois branches, et les deux partis, le biparti, mais sans rentrer dans les détails. Elle nous dit quoi? Qu'il nous faut comprendre aussi les valeurs de la gauche. Vous êtes d'accord? Il nous faut comprendre les valeurs de la gauche. Si on adhère à quelque chose, il nous faut comprendre ce quelque chose. Donc, puisque maintenant, en 2018, le Seigneur nous a dit qu'il fallait passer de la droite vers la gauche, maintenant, il nous demande un effort supplémentaire. Donc, et cet effort supplémentaire, il n'est pas venu en 2019 ou 2020. Il est venu peut-être deux ans après, d'accord, pour nous permettre de bien assimiler ce en quoi nous croyons, ou là où nous nous positionnons. Donc, il nous faut comprendre les valeurs de la gauche, et il nous faut comprendre surtout l'éthos ou l'identité de la gauche qui prône pour des valeurs égalitaires. Vous voyez les différentes étapes? Donc, s'il nous faut faire ça pour la gauche, il nous demande de faire la même chose, le même exercice, pour la droite. Donc, il nous faut comprendre aussi la constitution de ce parti, d'accord? Il nous faut comprendre, donc, il est préférable de ne pas lire leurs articles, ou si on les lit, il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit et de discernement pour pouvoir voir l'erreur, là où ils se trompent, d'accord? Et il nous faut connaître aussi leurs valeurs et leur ethos.
Identité. Et on a vu que leur identité, c'est la liberté. Est-ce que ça veut dire que la gauche n'a pas cette identité-là aussi, n'a pas cette valeur-là aussi? Oui. D'accord? Donc c'est une étude qu'on a vue avec Maurice. Hein? Mais la gauche va toujours donner moins d'importance à la liberté. Parce que ce que la gauche, elle veut, c'est une égalité et pas de discrimination. Donc c'est la raison pour laquelle la gauche, pour éviter toute discrimination de tout genre, elle va avoir un grand gouvernement. Mais eux, ils prennent aussi l'égalité. On ne va pas dire que toute la droite, elle ne veut pas l'égalité. Elle veut l'égalité aussi, dans leur discours quand vous les entendez. Mais pour eux, la liberté, c'est plus. C'est ce qui prime. Alors que pour la gauche, ce qui prime, c'est l'égalité. Donc leur choix et leur prise de décision, ça sera toujours pour favoriser leur liberté, que ce soit liberté économique, liberté sociale, ou d'expression, d'accord? Mais ils sont aussi pour l'égalité, mais ce n'est pas ce qui prime. Donc du coup, eux, comme ils ne souhaitent pas qu'il y ait trop d'interférences dans leur liberté, ils prônent pour un gouvernement, pour un petit gouvernement. D'accord? Ces notions de petit gouvernement et grand gouvernement, on va en parler, je vais en parler dans une prochaine étude pour le mettre en lien avec la LD dans notre histoire à partir de 2014 jusqu'à nos jours au sein des partis, pour arriver jusqu'au parti, le Freedom Caucus, ce qu'on a vu dernièrement dans le système politique. Donc je ne m'attarde pas dessus. Mais c'est juste pour vous montrer la raison pour laquelle, avec les vêpres, c'est compliqué. Quand les vêpres sont introduites, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi c'était super compliqué, je comprenais rien. Il fallait que à chaque phrase je cherche, je connaissais pas les personnages, je connaissais pas les histoires dont on parlait, donc il fallait vraiment faire un travail de recherche et c'est pour la raison pour laquelle dans les transcriptions il y a énormément de notes, parce que on n'est pas familier avec le système politique américain. Et le Seigneur, lui, il veut nous inculquer, puisqu'il veut combler les trous que nous avons. Donc, quand nous regardons à ce tableau, en fin de compte, quand moi j'ai posé cette ligne, je suis en train de me dire que ce que le Seigneur a fait durant l'année 2022, il a rempli, il a fait en sorte que ma culture générale soit plus grande. D'accord? Culture générale soit plus grande, tant au niveau politique, géopolitique et économie, sciences politiques. Quand je regarde à ce tableau, je ne sais pas vous ce que vous voyez, mais quand je l'ai posé, c'est ce que j'ai vu. Parce que toute cette histoire de droite-gauche, à l'époque, je disais, ok, droite-gauche, Clinton, Trump, etc., etc. Je prenais la ligne d'Ipsos, mais voilà, c'est ce qu'on nous avait appris, je restais sur ça. Mais là, le Seigneur, il nous faut grimper, il nous fait monter un échelon, afin de nous permettre de mieux comprendre tous ces rouages, pour que nous puissions, dès le début de l'année, lorsque nous allons voir tous les événements qui vont se dérouler, que nous puissions les connecter. Nous puissions dire, ah, c'est ce dont Tess parlait dans telle vêpre. Ok, donc là, je le vois. Par exemple, par exemple, quand vous regardez, on va passer au camp meeting, où elle commence à parler de l'Ukraine. La raison pour laquelle il y avait cette guerre, d'accord? Elle nous dit, attention, la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, parce qu'on sait que ces deux protagonistes ne font pas de guerre chaude, ils font une guerre froide.
d'accord? Mais ils ont de leurs alliés aussi. Ils font pas de guerre froide. Mais ils ont des sphères d'influence. L'Ukraine, c'était une sphère d'influence qui appartenait à l'URSS. Mais la Russie, pour elle, ils étaient partenaires. Mais déjà, à partir de 2012-2014, l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne. Donc, la Russie, elle, n'est pas contente. Elle veut garder sa sphère d'influence. Et c'est pour ça qu'on est dans ce conflit qui s'est escaladé. Et avant même que le conflit ne rentre en ait lieu, le Seigneur, à travers l'évêque, nous rappelle la structure. Attention! Même si vous voyez que le roi du Sud, à Panium, il doit recevoir une blessure mortelle, mais n'oubliez pas l'autre structure que je vous ai montrée, la structure des révolutions. Et n'oubliez pas d'aller aussi dans l'histoire de l'Ukraine, parce que déjà depuis 2014, on parle de l'Ukraine. À Rafia, on parlait de l'Ukraine en 2019 avec Donald Trump. Donc il nous ramène aussi en 2014. Au mois de mars 2022, il nous ramène dans l'année 2014 pour qu'on puisse réétudier l'Ukraine. Et qu'est-ce que l'ancienne thèse, elle nous montre? Elle nous montre que, je vais prendre juste un seul élément parce qu'on n'a pas trop le temps, il y a de la corruption. Il y a de la corruption en Ukraine. Et les États-Unis demandent à l'Ukraine, il faut que vous puissiez faire du ménage chez vous. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On va peut-être lire parce que là, je suis en train de tout faire de tête. Donc, on va lire un passage. Alors, attendez que je retrouve. C'est là, ouais, Maurice, tu la vois? L'Ukraine, Zelensky. Je ne me rappelle plus de la date exactement, d'accord? Mais c'est récent, hein, je crois que c'est fin janvier. Corrigez-moi si je me trompe. Ou début février. Qu'est-ce qui s'est passé dans les news? Zelensky, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté contre la corruption. Est-ce que ça vous... Il a lutté contre la corruption en limogeant certains de ses ministres, même des ministres qui étaient proches de lui. D'accord? Vous vous rappelez? Oui, on se souvient. Alors, Zelensky face au premier scandale de corruption depuis l'invasion russe. Pourquoi? Parce que s'il veut rentrer dans l'Union, il ne peut pas être un gouvernement qui pratique la corruption. Il doit être, en fin de compte, net, si on peut dire, entre guillemets, d'accord? Donc, on voit que dès le début de l'année 2022, le Seigneur nous dit, attention, même si c'est une guerre de procuration, l'Ukraine, retournez dans l'histoire de l'Ukraine. Et quelques mois après, quand on voit on entend aux news que l'Ukraine, il a limogé des ministres par rapport à la corruption, et ben là, on n'est pas désemparé où on comprend l'information qu'on entend et qu'on voit. Donc, en fin de compte, le Seigneur, il nous prépare à chaque fois, à travers ces messages, pour que l'on puisse suivre le déroulement des informations et le déroulement de la loi du dimanche, ok? Puisque l'Ukraine fait partie du combat entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et ce combat, comment les informations, les journalistes, les bons journalistes le décrivent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est quoi comme guerre? Hormis la guerre d'information et la guerre psychologique et la guerre froide. Qu'est-ce qu'ils disent en plus par rapport à la LD? La LD, nous sommes là. La prophétie, elle dit quoi? Elle dit que les États-Unis, ils vont donc parler comme un dragon et ils vont renier leurs fondements, qui sont donc l'égalité et la liberté. Ils vont renier leurs fondements pour parler comme un dragon, mais aussi, ils vont devenir quoi? Une dictature. Aujourd'hui, ça semble fou. Puisque qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire? On va lire ce que nous disent les journaux les bons journaux. Donc là, c'est un journal, c'est Le Point, je sais que c'est de droite, mais j'ai pas eu le temps de rechercher dans les journaux de gauche.
Donc, quasiment, mes journaux, c'est de droite, puis j'ai dû préparer l'étude là tout à l'heure. Donc, on nous dit, guerre en Ukraine, dans les tranchées de quoi? La démocratie. Hein. D'accord? Donc, la guerre de l'Ukraine, c'est une guerre pour la démocratie, donc contre la dictature. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on sait? Que la LD, les États-Unis vont devenir une dictature. Donc, ça nous paraît fou aujourd'hui. Vous voyez? Quand on voit ça, ils sont en train de dire, et là encore, hier, vous avez entendu ce que Zelensky l'a dit, la démocratie doit vaincre. Non seulement lui le dit, mais qui fait écho à ses propos? Le président Biden, le président allemand, le président français et tous les présidents d'Europe sauf Viktor Orban. D'accord? Puisque lui, c'est déjà une dictature. Chimène, il y a un article Le Monde qui l'a dit le 9 février. Zelensky dit « Une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera. C'est un avertissement. » Et donc, c'est ce que tu es en train de dire. Merci, Johanna. Donc, ce qu'on est en train de voir dans cette guerre, et c'est ce que je vous disais au début, dans cette guerre, roi du Sud, roi du Nord, on est en plein dans l'histoire de la LD. On est en plein dans l'histoire de la LD parce que la LD a plusieurs thèmes, et là, on le voit en mars encore, Dieu nous avertit et nous dit que c'est une lutte encore contre la démocratie, c'est une lutte pour la démocratie et pour l'état de droit. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec vous de l'état de droit, d'accord? Donc, en fin de compte, il nous dit ça en mars 2022, mais nous, aujourd'hui, on l'entend par qui? Par les prophètes de journaux. Mais déjà, dès le départ, en février, quand cette guerre, elle a commencé le 24 février, on entendait déjà ces mots-là. C'est la démocratie qui est menacée, d'accord? Donc, nous sommes tout à fait au clair que cette guerre russo-ukrainienne, il nous faut la suivre. Pourquoi? Parce que ça fait partie du sujet de la loi du dimanche. Est-ce que vous me suivez? Donc, on voit, quand moi je me recule pour regarder toute cette frise, je me dis qu'en fin de compte, Dieu, il est vraiment bon envers nous, parce que dès le début de l'année, il nous donne déjà l'image de ce qui va se passer durant l'année, mais au-delà aussi de l'année. Parce que là, on l'entend de plus en plus fort en 2023, d'accord? Si on ne l'avait pas entendu en 2022, là, de plus en plus fort, on l'entend en 2023. Le son de la trompette, il retentit encore plus. Chimène, ce que tu dis est vraiment très intéressant, parce que en fait, ça nous montre vraiment toute la complication au niveau de la LD, qui va devenir de plus en plus compliquée, parce que là, tu as mis en contraste le fait qu'on est dans une guerre pour la démocratie, et en même temps, un des protagonistes qui se bat pour la démocratie va devenir une dictature. Et donc, ça nous met vraiment dans cette complication qui fait qu'on doit rester vraiment sur nos gardes concernant les enjeux de cette guerre, parce que finalement, les États-Unis aussi se battent pour les géonies du monde, pour devenir ceux qui vont diriger et imposer leur vision au monde en même temps. Donc, on va vraiment rester très vigilant. Très vigilant par rapport à ça, et ne pas tomber, effectivement, comme tu le montrais, dans le c'est tout blanc, c'est tout noir en fait. Voilà. Et en plus de cela, là, avec les VEP, dès le mois de février, l'introduction des VEP, le Seigneur veut nous remplir notre vase, d'accord, de culture générale, parce que il est vraiment au plus bas par rapport à la politique étrangère et notamment américaine. Il nous dit, voilà, rappelez-vous, la droite, c'est la liberté, d'accord? Ils veulent un petit gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les VEP, on en a parlé. On a parlé d'Elon Musk, ok? Elon Musk, c'est un libertaire. Donc, on ne rentre pas dans cette histoire, on n'aura pas le temps. Michael en a parlé. Donc, Elon Musk, c'est un libertaire. Lui, il est pour un petit gouvernement, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? C'est hier ou avant-hier. Donc, le Seigneur nous montre vraiment qu'on ne peut pas être de droite, parce que sinon, on se met totalement du mauvais côté. On va lire rapidement ce qu'il nous est dit sur Elon Musk. Elon Musk, il ne veut pas
il a ses satellites. Comment ça s'appelle déjà? SpaceX. Oui, voilà, l'entreprise SpaceX, d'accord? C'est elle qui permet que les satellites Starlink soient utilisés par l'Ukraine pour pouvoir remporter la lutte contre la dictature. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a déclaré? On va lire. Il a dit, son outil, ces satellites n'ont pas été créés pour être militarisés. Et pourtant, c'est cet outil-là que les Ukrainiens vont vraiment utiliser pour pouvoir détruire les missiles ou les drones pour utiliser les drones, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas d'internet. Merci Maurice. Donc du coup, lui, qu'est-ce que cet article est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer vraiment l'identité de la droite et des valeurs de la droite et des libertaires, et de nous montrer vraiment l'avertissement que le Seigneur nous dit quand il nous faut vraiment comprendre le fonctionnement du parti politique de droite et de tous les composants, puisque ce n'est pas que la droite chrétienne, il y a aussi les libertaires, il y a aussi les extrêmes droites, d'accord, dans le parti. Donc il nous faut comprendre pour lorsque en 2023, on entend ce type d'information, on sait tout de suite que Elon Musk, même si on avait un doute, bien que je ne pense pas qu'on ait un doute, que Elon Musk n'est pas en faveur de l'égalité et n'est pas en faveur de la démocratie. Donc nous sommes encore, quand on suit et quand on envoie des articles sur le forum par rapport à Elon Musk, le lien, c'est les libertaires, la droite, la liberté et la loi du dimanche. Et maintenant, on peut rajouter la guerre en Ukraine. Guerre d'information, d'accord? Est-ce que dans ce contexte-là, mais il y a aussi la liberté d'expression, la guerre d'information, etc. Est-ce que vous me suivez? Donc, si on retourne au 1er janvier, quand l'ancienne thèse et l'ancien parlementaire sont en train de nous dire l'ALD, c'est compliqué, et elle ne se focalise pas sur Panium, mais elle se focalise sur l'égalité, le féminisme radical. L'égalité, c'est un seul message, et l'ancien parlementaire nous dit que notre lecture, c'est notre sauvegarde, notre seule sauvegarde. Il nous faut comprendre comment on va lire et interpréter toutes ces informations qui sont données dans le monde séculier, mais comment les lire et les mettre aussi en lien avec notre message interne, en lien avec la loi du dimanche. Et c'est énormément d'informations. Et je peux vous comprendre que vous n'ayez pas le temps de lire tous les articles qui sont postés. Parce que c'est un volume d'informations énorme et parfois on n'a pas le temps. Mais essayons vraiment de prendre le temps de les lire. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de combler notre manque de connaissances. Et si on n'étudie pas, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui n'aura pas de sens, vous ne le verrez pas. C'est parce que justement vous avez étudié que vous êtes en mesure, quand l'information arrive sur Elon Musk, de faire le lien. Sinon, vous ne pouvez pas faire la connexion. Donc, on va continuer. Ensuite, il y a vraiment une information intéressante que l'ancien parlementaire nous dit sur la propagande russe. Et quand on regarde, et vraiment je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous écoutez les experts, les analystes de la guerre en Ukraine, au départ, ils se disaient, le peuple russe va se révolter. Il va forcément quand le Vladimir Poutine va envoyer les hommes à la guerre, et les mamans russes, quand elles vont voir le corps de leur fils ou de leur mari revenir, elles vont se révolter. Oui, on l'a vu, mais à petite échelle. Mais on s'attendait vraiment à quelque chose, quand on écoutait les journalistes, on s'attendait vraiment à quelque chose de plus virulent et de plus fort. Et pourtant, c'est pas ce qu'on a vu. Pourquoi on n'a pas vu ça? Alors, je vais voir si j'ai mis... voilà, la Russie dictature, Maurice. Et là encore, c'est une information économique
de Suisse Info, d'accord, qui nous dit qu'en fin de compte, lorsque il revient, j'ai pas mis tout l'article, mais lorsqu'il il revient pour l'analyse de ce fait, il est en train de nous ramener donc en 1991, il nous ramène là en 91 à la chute donc de l'URSS, ok? Et il nous dit qu'il compare et contraste la chute de l'URSS avec la chute du mur de Berlin. Et il est en train de dire que quand le mur de Berlin il s'est effondré, les alliés démocrates, ils ont tout fait pour inculquer les Allemands de l'Est, hein, d'accord? Et ils ont tout fait pour leur inculquer ces valeurs démocratiques. En revanche, pour la Russie, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'éducation. Donc, quand il y a un vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un vide est comblé. Et ce qui s'est passé, ils se disent, les Allemands, ils n'ont pas eu un agent du KGB qui est venu pour leur faire de la propagande. Mais par contre, les Russes, oui, ils ont eu ça. Et ils n'ont pas eu d'alternative politique au système de Poutine. En fin de compte, ils n'ont pas eu comment dirais-je, une éducation. Et les seuls partis politiques qui pouvaient contrer justement Vladimir Poutine, il y en a un qui est mort et l'autre qui est en prison. Donc en fin de compte, le peuple russe n'a pas de rempart. Il a été, on va dire, englouti par la propagande russe et par Vladimir Poutine, ce qui fait que sa vision du monde, elle est étroite. Si on compare et contraste avec nous aussi, notre vision du monde, elle était étroite. On ne comprenait pas vraiment ce qu'était la démocratie, l'état de droit. On ne comprenait pas l'importance de ces valeurs démocratiques, d'accord, et constitutionnelles. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis, par rapport au message qu'il envoyait, eh ben, d'agrandir et d'ouvrir notre intelligence et notre vision sur ces questions sociétales et politiques. D'accord? Donc, c'est une chance. Donc, ces messages-là, qui ont pour but de nous faire grandir et de nous faire accroître notre connaissance culturelle, il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas les dénigrer en fin de compte, d'accord? Et l'histoire qui est intéressante, c'est qu'au niveau du vote, aussi, là encore, Dieu doit nous inculquer encore les bons mécanismes, parce que le vote, pour les adventistes conservateurs, c'était quelque chose, on disait, bon, on vote pas parce qu'on veut pas mettre quelqu'un qui va voter des lois à l'encontre de nos valeurs morales, religieuses, etc., familiales. Donc, du coup, on vote blanc ou on vote pas du tout. Et la question du vote, le Seigneur dit, elle a son importance. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai dit de passer de la droite vers la gauche. Et pour pas être à droite et à gauche, il nous faut voter. D'accord? Donc maintenant, quand vous allez mettre votre bulletin dans les urnes, il vous faut voter en fonction du parti politique qui est en adéquation avec notre message, le message que je vous donne. Sinon, vous faites n'importe quoi. Et cette question du vote va être reprise par l'ancien Parmenter, alors que nous sommes en plein second tour des présidentielles françaises, mais aussi qu'il y aura les mid-terms et qu'il y aura aussi les élections brésiliennes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces élections? Bien avant les élections, donc en mars, il nous prévient, attention, le vote, c'est deux partis. Et je vous ai dit que le parti qui symbolise mon gouvernement, c'est la gauche. On avait déjà vu en janvier les valeurs de la gauche. Et on comprend que les valeurs de la droite, il ne fallait pas y aller. Et les deux extrêmes, il ne fallait pas y aller. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? Si on retourne dans la politique française un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est les extrêmes qui sont en puissance. D'accord? On avait l'extrême gauche en puissance et l'extrême droite aussi. D'accord? Bien que leur programme, il y ait des choses intéressantes dans leur programme,
Mais nous savons que c'est des extrêmes. Donc notre vote ne peut pas aller dans leur urne. Donc du coup, il nous fallait faire attention à la façon dont nous allons voter. Si bien qu'on voit le résultat quelques mois plus tard, en novembre avec les élections mid-term, et après en janvier, je crois, ou décembre-janvier, je ne me rappelle plus exactement, avec les élections brésiliennes. Qu'est-ce qu'ont fait les extrêmes? Les extrêmes ont voulu renverser les instances constitutionnelles du pays. Donc, si on veut renverser les instances constitutionnelles du pays, on veut renverser la démocratie pour mettre en place une dictature. Donc, en introduisant en amont le sujet du vote et en le comparant avec son gouvernement, je ne vais pas rentrer dedans, le Seigneur nous montre que notre implication en externe dans le vote, dans la politique, parce que le vote aussi, c'est un sujet prophétique qui est en lien avec l'ALD. Pourquoi c'est en lien avec l'ALD? Parce que l'enjeu, c'est soit le maintien de la démocratie, soit le renversement de la démocratie et la dictature. Et nous avons vu quelques mois à 2 ans près la répétition de la prise du Capitole aux États-Unis par les Brésiliens qui ont quasiment répété la même chose. Nous avons vu 2 leaders, 2 présidents qui prônent pour le respect de leur constitution, mais qui suscitent ou qui encouragent implicitement ou ouvertement leurs milices, leurs membres, leurs partisans à renverser la Constitution. Donc lorsqu'on parle de vote, lorsqu'on parle d'élection présidentielle, nous sommes là encore dans le sujet de la loi du dimanche. Donc le vote fait partie aussi de la loi du dimanche. Donc tous les sujets qu'on est en train de voir font partie de la loi du dimanche. Combien de minutes il me reste? Je vais sauter. Combien? 18. Je vais sauter un peu. Et alors, je vais retourner là. Là, l'ancienne thèse au mois d'avril, elle va nous parler un peu plus de Panium, mais au niveau économique, pour nous montrer que pour financer cette guerre, les États ils doivent donc mettre la main mise sur les actifs des oligarques. Mais ça nous montre aussi, les Pandora Papers, que les Occidentaux aussi, les milliardaires occidentaux, ils ont financé ou ils aident les oligarques aussi, d'une certaine manière, en les protégeant, en abritant leurs actifs, à financer la guerre russo-ukrainienne. Donc on voit encore cette relation avec Panium et l'ALD. L'ancien Parmenter, lui, va parler d'un sujet tout à fait différent. Il va nous ramener dans la Révolution française. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans cette histoire? Rappelez-vous, il va nous introduire Olympe de Gouges, personnage emblématique, fort intéressant à apprendre à son sujet, à lire, à se documenter. Et il va nous montrer que cette femme, déjà en 1780, je ne me rappelle plus, j'ai un trou, 89 ou 98, 89, en 1789, avait déjà compris la ligne d'Éden à Éden. Elle avait déjà compris l'égalité. Elle se battait déjà pour les droits civiques des citoyennes françaises. Elle se battait déjà contre l'esclavage. Elle se battait déjà contre les enfants illégitimes, etc. Donc, elle était déjà une partisane, une activiste, une féministe qui promouvait non pas le féminisme libéral, mais le féminisme radical. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer, contraster cette histoire avec notre histoire en 2022. Et quel est le constat? Le constat, c'est que nous sommes vraiment loin derrière. Pourtant, depuis 2018-2019, le Seigneur essaye de nous inculquer sur ce qu'est le féminisme radical véritable et ce qu'il attend de nous comme porte-parole de l'égalité, déjà dans nos vies. D'accord? Et on a du mal. Excuse-moi, Chimène.
Oui? Il y a Mélissa qui a levé la main. Alors, tu demandes, Mélissa, s'il te plaît, est-ce que tu peux garder ta question? Je termine, après je la prends, d'accord? Ok. Donc, du coup, il est en train de comparer et de contraster cette histoire avec notre état d'aujourd'hui, 2022, et en nous disant qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons eu énormément de lumière jusqu'à présent, et pourtant, nous traînons encore des pieds par rapport à l'égalité. Donc, il nous faut nous réveiller, et il faut vraiment que notre comportement cesse. D'accord? Et là où je vais en venir maintenant, c'est ça. Au mois de juillet, ce sujet est arrivé. Ce sujet est arrivé et je ne sais pas comment vous vous êtes sentis. C'est vrai que au sein du mouvement, on parle de l'avortement. Peut-être certains d'entre vous ont encore des questions dessus. Je ne sais pas. Lors du sabbat nature de l'année dernière, nous avons parlé un peu de la question de l'avortement. Et là, l'ancienne thèse va en parler. Alors, Mélissa, Maurice me dit de prendre ta question. Oui, bonjour. Je mets ma tête. Bonjour, en fait, moi, j'avais une question, mais je ne savais pas si on pouvait te stopper. En fait, c'est par rapport à ce que tu as dit sur l'élection. Ça te fait revenir un peu en arrière, je suis désolée. Alors, à ce moment-là, si ça me fait revenir en arrière, je préfère que tu la gardes. Et quand je finis le point, parce qu'il me reste que 18 minutes, et il y a vraiment un point que je vais vous montrer, on la prend. C'est bon, Mélissa, tu ne la perds pas surtout. Hein. Merci. Donc, dans cette histoire-là, contraception et avortement, là, il y a le journal Politico qui dévoile sa découverte un peu, on va dire, que la Cour suprême veut réviser l'arrêt Roe versus Wade, d'accord? Et nous savons donc que cette décision a été effective en juin 2022. Donc c'est la raison pour laquelle l'ancienne thèse, elle va parler de ce sujet maintenant. Il est vrai que parmi nous, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, juste un petit point, souvent lorsqu'on parle d'avortement, on prend des exemples comme une enfant de 10 ans, etc., une personne qui est violée, etc., d'accord? C'est souvent les exemples que l'on prend pour pouvoir appuyer notre compréhension sur l'avortement. Mais je voulais vous dire, c'est pas ça qu'on prend. Ça, c'est un des exemples extrêmes. Si moi, par exemple, je suis une femme active, je n'ai pas de problème financier ou autre, je veux me faire avorter, vous allez me dire, vous allez peut-être réfléchir à 2 fois. Vous voyez? Vous allez faire dépendre votre compréhension de l'avortement sur des cas difficiles. Une jeune fille qui a été violée ou par son père ou par etc. Mais vous n'allez pas mettre le sujet pour une personne qui a fait le choix, même si elle a les moyens ou pas, de se faire avorter. Donc, je voulais qu'on revoie un peu ce point-là, parce qu'on l'avait vu pas vraiment en détail, je ne vais pas vous montrer en détail, mais je voulais juste vous montrer le raisonnement de la Cour suprême. La Cour suprême, elle a basé donc sa décision sur le fait que la Constitution, d'accord, lorsqu'elle a le droit de l'avortement n'est pas mentionné dans la Constitution. Donc ce n'est pas un droit constitutionnel. Elle dit, donc à ce moment-là, comment lis-tu, d'accord? Elle va dire, la décision de Roe versus Wade n'est pas valable, puisque quand les rédacteurs de la Constitution ont établi la Constitution et ses amendements, on ne parlait pas, ils n'avaient pas à l'esprit, on ne parlait pas
de droit privé. D'accord? Donc, toute la question, toute la législation par rapport à l'avortement est basée sur le droit privé de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le droit privé de la personne, ça veut dire que toute personne est libre de pouvoir choisir, en fin de compte, par rapport à sa vie. Le gouvernement ne peut pas venir et me dire, Chimène, non, tu ne peux pas faire quelque chose, avorter par rapport, parce que j'ai un droit à la vie privée, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que les opposants à cette décision, donc les démocrates, eux, ils disent, mais le droit privé, c'est exactement l'histoire, la base historique de l'Amérique. Pourquoi ils disent ça, que le droit privé, c'est la base de l'histoire américaine? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a eu la déclaration d'indépendance, la guerre d'indépendance. Et justement, les États-Unis ne voulaient pas qu'un autre pays puisse leur dire ce qu'il fallait faire, comment gérer leur propre vie, leur propre économie, etc. Donc, ce qui fait que, même si ce droit, l'avortement n'est pas inscrit dans la Constitution, mais il y a un droit qui prime, un droit inaliénable qui existe. Et ce droit inaliénable, qui est celui de choisir pour sa vie, on ne peut pas l'ôter à une personne. C'est comme si on le comparait, contrastait avec la LD. On disait, voilà, il y a une loi qui t'oblige à adorer le dimanche. Mais toi, tu as des droits inaliénables. On l'a vu avec Maurice la dernière fois, la liberté. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, c'est de pouvoir choisir de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Et quand on regarde la Constitution, il y a aussi ce droit implicite, la liberté d'expression dans le premier amendement, de choisir de croire ou de ne pas croire. Donc, quand on parle d'avortement, il faut bien qu'on comprenne que ça va au-delà des cas horribles qu'on peut entendre par rapport au viol, à l'inceste ou des cas mineurs. C'est vraiment une question de droit inaliénable que Dieu m'a donné le libre arbitre de choisir ou pas. Et c'est ce droit-là qui est contesté en ce moment. Pas en ce moment, mais par rapport à la décision prise par la Cour suprême. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais un autre point que je voulais vous montrer, c'est que la Cour suprême fédérale, elle est là pour garantir, en fin de compte, le droit à tout le monde. Et par cette décision, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a elle a délégué ce droit à chacun des États, des 50 États. Et c'est pour ça, elle a dit, maintenant, les États vont décider eux-mêmes, avec leurs habitants, si ce droit à l'avortement peut continuer ou pas. Et c'est pour ça que vous voyez dans les infos, souvent vous postez des articles sur ça, que tel pays, tel État, la Californie, les Californiens ont décidé de rejeter la décision de la Cour suprême, de sorte que la Californie devienne donc l'asile ou le refuge des femmes qui veulent se faire avorter. Où vous entendez, tel État et ses habitants ont voté pour l'avortement, pour empêcher le droit à l'avortement, etc. Donc c'est vraiment une question de droit inaliénable, d'égalité, de libre arbitre par rapport à ce qui concerne de ma vie. Dieu, il ne nous force pas à le choisir ou à le rejeter. Il dit, voilà, je te mets devant toi la vie ou la mort. D'accord? Donc, maintenant, on compare et contraste avec le droit à l'avortement. C'est vraiment une question de droit à la vie privée. Et les juges, ils disent, puisque ce droit à la vie privée n'est pas inscrit dans la Constitution, les juges
à l'époque de 1973, quand ils ont rendu un avis favorable à Roe versus Wade, ont dénaturé le sens originel ou littéraliste de la Constitution. Vous voyez? Donc, c'est comme si on disait, il n'y a pas, en France aussi, le droit à l'avortement n'est pas dans la Constitution, mais donc, alors, ce droit-là, il ne doit pas être acquis pour les femmes. OK? Donc, c'est pour ça, par rapport à cette décision, maintenant, en France aussi, on cherche à introduire dans la Constitution le droit à l'avortement pour garantir aux femmes ce droit à la vie privée. Oui, Yvette, il me reste 5 minutes. Voilà. Autre chose encore qui est intéressant, c'est où sont les Lévites. Donc, quand l'ancien Parmender, il crève l'abcès, puisque nous sommes, rappelez-vous, à la fin de l'année 2021, c'est la fin de la ligne fractale des prêtres. On s'attendait au moins en 2022 à avoir une arrivée des Lévites au sein du mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Lévites. D'accord? La question commence à se soulever, on s'est trompé ou pas. Donc Parmender, bien sûr, il met les pieds dans le plat et il pose ouvertement la question. Nous sommes-nous trompés? Est-ce que nos lignes sont fausses ou pas? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène dans la méthodologie. Il nous ramène dans l'histoire d'Acte 27 et d'Élie pour nous montrer que durant cette période de trouble, effectivement, les Lévites doivent venir dans cette période. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment lis-tu? Et nous aussi, on s'est trompé dans notre manière de lire. On a juste transposé le littéral au spirituel. On a oublié qu'il y avait une comparaison et un contraste aussi à faire. Il y avait un contraste aussi à faire. Et ce contraste, on ne l'a pas fait. Donc, ce qui signifie qu'il y a eu des désappointements. Donc, il y a eu des désappointements au sein du mouvement par rapport à l'absence des Lévites. Pourquoi ils ne sont pas là? Ce sont des questions légitimes. Beaucoup d'entre nous veulent faire de l'évangélisation auprès des Lévites. Mais regardez, Dieu est en train de nous expliquer des choses qu'on ne connaît pas. Quel message on va apporter aux Lévites? On va leur apporter ce qu'on connaît. Mais ce n'est pas nous qui faisons le labourage des Lévites. Toute cette période-là, ce n'est pas nous qui leur avons fait. Parce que nous, toute cette période-là, on ne la connaît pas encore vraiment au niveau externe, etc. Oui, on peut apporter notre pierre aux Lévites. Oui, on peut apporter ce qu'on connaît aux Lévites si bien sûr, on a des ouvertures. D'accord? Donc, si vous avez des ouvertures avec des Lévites, eh bien, profitez de ces occasions. Donc, asseyez-vous avec eux et discutez avec eux et enseignez-leur. Mais surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes nous posent la question, est-ce qu'il faut les faire venir sur la plateforme? Les faire venir sur la plateforme un samedi avec les messages aussi compliqués que ça, ce que nous, on préfère et d'intime, c'est que vous vous asseyez avec ces personnes-là, que vous puissiez déjà discuter avec eux de certains points. Par contre, dirigez-les vers les séminaires du H-Center qui sont vraiment dédiés pour eux, parce qu'on explique vraiment pas à pas le développement de la LD. Et ensuite, après, on verra, parce que vous êtes vraiment le référent de cette personne. Donc, puisque vous êtes le référent de cette personne, elle va vers vous automatiquement pour discuter, pour vous poser des questions. Peut-être que vous lui avez demandé de regarder une vidéo, après elle revient vers vous, vous discutez. Et après, quand vous sentez que cette personne, ça y est, elle est prête, elle comprend, elle est suffisamment au clair, et bien à ce moment-là, et ben vous nous contactez, puis nous on voit comment pour l'introduire. Mais déjà, il y a un travail. Il y a un travail de prêtre à faire d'enseignement. Si vous avez besoin d'aide, là, c'est autre chose. Mais pendant 30 ans, voire plus, vous avez été instruits pour être des prêtres, pour être des enseignants. Donc, mon encouragement pour vous, c'est prenez à bras le corps cette formation qui vous a été donnée et enseignez, répondez aux questions de vos amis qui vous posent
qui sont intéressés par le message ou qui veulent comprendre la loi du dimanche. En tout cas, là, nous sommes dans l'histoire de la fin de l'année, avec encore le gerrymandering, le découpage électoral, encore une fois un thème de la LD. Rappelez-vous, au mois de juin 2023, la Cour suprême va statuer si oui ou non elle autorise le redécoupage électoral qui favorisera le Parti républicain. Nous savons que les prochaines élections, c'est en 2024, donc cette décision aura un impact majeur sur les prochaines élections américaines en 2024. Donc là encore, jusqu'à la fin de l'année, nous sommes, Dieu il est en train de développer progressivement la loi du dimanche. Il est en train de nous montrer, il est en train de nous inculquer toute cette dynamique politique, toute cette dynamique géopolitique, toute cette dynamique sociale en lien avec le thème de la loi du dimanche, le féminisme radical, l'égalité. Et c'est pour ça, quand au 1er janvier 2022, le thème du message, c'était un seul et même message, l'égalité des genres, on comprend pourquoi ce thème a été choisi. D'accord? Et souvent, on n'a pas idée de l'importance ou de l'impact des thèmes. Il est vrai que maintenant, on ne fait plus de thèmes, parce qu'on ne fait plus de thèmes, mais on regarde au titre des présentations faites. Donc, mon encouragement, j'espère que pour vous, c'est bon. J'ai été un peu rapide, certainement, mais mon encouragement pour pour nous tous, c'est que pour l'année 2023, nous puissions rester accrochés au rocher des âges, que nous puissions regarder toujours dans la bonne direction, ne pas oublier. En ce moment, on est dans une guerre d'information, dans une guerre de procuration, où tous les alliés et les États-Unis disent que c'est la lutte pour l'état de droit et pour la démocratie. Mais n'oubliez pas une chose, ce que nous montre la prophétie, c'est qu'à la LD, d'accord, le pays, le roi du Nord qui va gagner, eh bien, il ne va plus se battre pour la démocratie, mais il va devenir une dictature. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, puisque n'oubliez pas, la balise, c'est un point, mais c'est aussi une période. Mais nous savons qu'à cette balise, c'est un marqueur pour nous, et qu'il va y avoir un changement d'état d'esprit. Tout comme nous, il nous faut avoir un changement d'état d'esprit. Ces messages servent à ce que nous changions d'état d'esprit. D'accord? Là aussi, dans cette histoire, il y aura un changement d'état d'esprit qui est en train de se faire. Tant au niveau des Nétiniens, tant au niveau des Lévites, tant à notre niveau, mais aussi au niveau des grands de ce monde, le roi du Sud et le roi du Nord. En tout cas, je vous remercie. Et j'espère vraiment que nous allons continuer à cheminer ensemble et que nous allons pouvoir avancer main dans la main. Je vais prier et après je prends la question de Mélissa. Seigneur Jésus, je te remercie pour les différentes étapes par lesquelles tu nous fais passer pour pouvoir comprendre l'œuvre que tu es en train de réaliser en chacun d'entre nous, mais aussi au sein du mouvement. Nous comprenons que nous sommes vraiment en manque d'informations, il y a beaucoup de sujets que nous ne comprenons pas, mais dans ta bonté, tu essayes de combler nos lacunes pour que nous puissions avoir une vue plus générale et plus juste de ce qui se passe dans le monde. Je te prie d'être aussi avec les personnes qui sont démunies en ce moment en Turquie et en Syrie, qui ont subi, Seigneur, ce séisme, que nous aussi nous ne puissions pas être négligents ou j'ai oublié le nom, qu'on puisse pas ne pas porter attention et ne pas leur venir en aide,
que tu puisses nous aider avec les moyens que nous avons de pouvoir soutenir toutes ces personnes, ces personnes qui sont parties pour les secourir, ces organisations, que nous puissions les soutenir aussi par financièrement ou par autre chose, afin de pouvoir venir en aide à nos semblables. Que nous puissions ne pas vivre uniquement dans notre bulle, mais aussi avoir les yeux ouverts sur le monde extérieur qui nous entoure. Merci de nous conduire durant la fin de cette journée de sabbat au nom de Jésus. Amen.